Et à la une revient avec la revue de presse de ce vendredi matin. Revue de presse signée Julien Cheïda. Bonjour Julien. Bonjour Philomé. Nous commençons par un pays dont on parle très peu finalement, Julien. On parle du Canada, qui a décidé de réduire ses quotas d'immigration permanente pour la première fois en un quart de siècle. 58% des Canadiens estiment qu'il y a trop d'immigration. Oui, ça fait la une des sites d'information et des journaux canadiens. Regardez ici à la une du Toronto Star. Eh bien, le gouvernement annonce la réduction de ses quotas d'immigration dès l'année prochaine. Au lieu de 500 000 nouveaux entrants par an, eh bien, ce sera un peu moins de 400 000 pour 2025, un peu moins en 2026 encore, et ainsi de suite pour les années suivantes. Il y a 2 ans, on évoquait encore 1,5 million de nouveaux entrants pour la seule année 2025. Le Canada, je le rappelle, est une terre historique d'immigration qui a besoin d'une main-d'œuvre permanente. Un peu plus de 20% de la population est issue de l'étranger. Mais cette mesure très politique, nous dit le Devoir ici, eh bien, peut avoir des conséquences néfastes sur l'économie. La Chambre de commerce du Canada craint même un ralentissement de la croissance avec cette annonce. Mais alors, pourquoi donc cette annonce, Julien ? Pour 2 raisons, Philomé. D'abord, parce que le pays a accueilli massivement, après la pandémie de 2020, trop et trop vite, selon certains, mais aussi et surtout, regardez, c'est ce que nous explique ici eh bien, le journal américain, le New York Times, surtout parce que Justin Trudeau, le Premier ministre, et son gouvernement souffrent d'une impopularité record. Plusieurs voix réclament le départ du Premier ministre, des voix y compris au sein même de sa formation politique. Les sondages pour les prochaines élections législatives le donnent déjà à 20 points derrière son principal rival. Ces élections, si elles se tiennent normalement, auront lieu en octobre 2025. Dans ce contexte politique, 1 an pour Justin Trudeau, ça peut être très long. On laisse le Canada pour la Martinique, Julien. Nouvelle nuit de violence, malgré cet accord conclu la semaine dernière visant à réduire de 20% les prix de l'alimentaire, un texte rejeté par une partie de la population. Oui, il y a une semaine, on pouvait penser que le calme reviendrait sur l'île, mais aujourd'hui, regardez ce que nous dit ici le journal martiniquais France Antilles, qui évoque un retour des violences et se demande jusqu'où ira cette mobilisation. Pour le journal Le Figaro, c'est tout autre chose. Ce n'est plus de la colère, c'est de la délinquance pure. Le journal raconte les quotidiens des habitants qui sont confrontés aux multiples barrages routiers, sans parler, nous dit-il, des violences et des pillages qui émaillent les nuits martiniquaises. Mais pour Mediapart, outre son de cloche, l'accord passé entre les autorités et les syndicats la semaine dernière ne peut durer dans le temps. Pourquoi ? Parce que moduler les taxes ne changera rien si on ne change pas, dit-il, dit le site d'information, le système global d'importation qui est le principal responsable du fait de cette vie plus chère sur l'île. La Martinique, rappelle Mediapart, importe environ 80% des produits qui sont présents sur l'île. Ce coût de la vie dépasse les limites de l'acceptable. Ça, c'est un article qui vient encore une fois du Canada, d'une journaliste canadienne l'article a été donc rapporté par Courrier International, avec cette journaliste canadienne qui a passé plusieurs semaines sur place et qui donne justement un autre point de vue qui est extrêmement intéressant. Je cite, malgré ces paysages paradisiaques, la Martinique vit un enfer où 27% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Pour cette reporter, ce mouvement, je cite, ravive les blessures coloniales avec d'un côté des protestataires qui pour certains sont des descendants d'esclaves et de l'autre des héritiers, des béquets qui sont là aussi les anciens propriétaires d'esclaves qui contrôle une grande partie de l'économie de l'île, mais qui ne représente qu'environ 1% de la population. Et pour refermer votre revue de presse, Julien Cheïda, vous revenez sur cette petite phrase de notre ministre de la Culture, Rachida Dati. Elle propose de rendre payante l'entrée de Notre-Dame de Paris à raison de 5 € par visiteur, une annonce qui ne passe pas très bien. Non, c'est le grand débat qui agite la capitale. Faut-il rendre l'accès payant à Notre-Dame de Paris ? Notre-Dame qui rouvrira le 7 décembre prochain. La réponse du clergé est catégorique, c'est non. L'accès au lieu de culte doit être libre. Et d'ailleurs, la loi de 1905, nous rappelle Lacroix, interdit toute tarification des églises françaises. Et pourtant, payer un droit d'entrée, c'est ce qu'on peut lire ici dans Le Figaro. Un droit d'entrée dans une église, ça existe en Europe, en Espagne, en Angleterre, mais aussi en Italie, par exemple, pour visiter la grande cathédrale de Florence, il faut compter environ 15 € et pour celle de Milan, par exemple, c'est jusqu'à 34 €. Ces fonds permettent l'entretien et aussi la restauration des sites religieux. Pour Notre-Dame, 5 € par an et par touriste, ce serait tout simplement 75 millions d'euros qui pourraient être récoltés et réutilisés pour justement entretenir le patrimoine religieux français.
le Parisien a demandé l'avis à des touristes étrangers qui se baladaient autour de la cathédrale hier. Ils sont plutôt contre cette mesure, je cite, en rendant l'accès payant, on lui tourne une nouvelle fois le dos alors qu'on a failli la perdre il y a 5 ans. Sa gratuité fait aussi sa beauté, je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup, Julien Cheida. Et puisqu'on parle de tourisme, allez, je vous propose qu'on ne change pas de sujet. Nous partons pour l'Égypte. Le grand musée égyptien du Caire vient d'ouvrir